On se croirait presque à France Télévisions ici, avec tous ces appareils. Bon, merci à vous d'être venus. Je vois encore une fois de nouvelles têtes. C'est bien. C'est bien, c'est comme ça qu'on progresse. Bon, alors, avant de commencer cette conférence, je voudrais, étant donné la proximité de date, faire un petit rappel du 6 février 1936. Ne serait-ce... Le 3, c'est le 4 Le 34. 34. Et ne serait-ce à cause justement des manifestations des Gilets jaunes, la cause est la même. La cause est la même, c'est une partie du peuple français, les plus pauvres, qui souffrent et qui se révoltent. Alors à l'époque, des centaines de milliers de Français qui s'étaient révoltés, qui étaient descendus dans la rue, qui étaient allés manifester devant l'Assemblée nationale, et la République, prenant peur, a fait tirer dessus. Oui. Alors, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Pour l'instant, on fait joujou, ils font joujou avec les fishballs et les LBD. Mais si ça continue comme ça, très certainement, parce que la République a peur, on s'en rend compte par toutes les déclarations de Macron et de ses acolytes, ils ont peur. On ne sait pas jusqu'où cela va aller. Donc je voulais rappeler cela, du fait de la proximité de date. L'histoire se répète, parce que les causes sont les mêmes, et elles n'ont pas été réglées. Voilà, et vous allez voir d'ailleurs la proximité avec le sujet d'aujourd'hui, qui est, comme vous l'avez vu, la plupart d'entre vous, je suppose, à moins que vous ne soyez venus uniquement en sachant qu'il y avait une conférence que je donnais. Bon, j'espère que le titre aussi vous a attiré. Donc, 1789, ou l'impossible démocratie. Alors, en pleine contestation des Gilets jaunes, devant les conséquences politiques et sociales de la politique de ceux qui nous gouvernent, il m'a semblé utile de revenir sur les problèmes que pose la démocratie aujourd'hui, tels que issus des faux principes de 1789. Et vous savez très bien que je fixe à cette révolution comme un virage fondamental, dramatique, dans l'histoire des nations et de la société en général, et pas simplement en France, de par les modifications, les bouleversements dans la société que cela allait entraîner, et dont nous voyons aujourd'hui toutes les conséquences, dans une séquence logique. Et là aussi, c'est un terme que j'utilise très souvent pour parler de ce complot, déjà, de ce génie malfaisant des acteurs et des instigateurs de cette révolution dite française, le génie malfaisant qui a compris que pour mieux asseoir sa domination mondiale, tout ça était en gestation, il fallait commencer par modifier le mode de consultation du citoyen. Autrefois, sous l'Ancien Régime, avec les corporations, le citoyen était consulté sur les sujets qu'il connaissait directement de par ses activités professionnelles et sociales. Il n'avait pas besoin de presse pour lui dire comment il fallait voter et quoi penser. Il le vivait, en fonction de son vécu. Il analysait si c'était bon, si c'était pas bon, s'il s'en plaignait, s'il s'en plaignait pas. Et avec les corps intermédiaires, cela remontait jusqu'au pouvoir, à l'époque le monarque, qui tranchait, en principe, pour le bien commun. Eh bien, à partir de cette révolution dite française de 1789, il y a eu un véritable tour de passe-passe. C'est-à-dire que désormais, au lieu de consulter le citoyen sur les sujets qu'il connaissait directement, on allait le faire se prononcer sur des choses qu'il ne connaîtrait qu'à travers la presse, les médias. Et ça, c'est le grand bouleversement de la société qui commençait.
Alors cela fut fait, comme vous le savez, je pense la plupart d'entre vous, par la loi d'Isaac Le Chapelier de 1791, complétée, perfectionnée, si on peut dire, par les décrets Allard de la même année. Alors, donc, non seulement cette loi d'Isaac Le Chapelier supprimait les corporations, ne les remplaçait par rien d'autre comme structure de défense du monde du travail, ce qui veut dire tout de même quelque chose, ce qui voulait dire, en fait, livrer le monde du travail aux appétits du capitalisme naissant. Tout par-delà. Et non seulement ça n'était remplacé par rien, mais il y avait interdiction de reconstitution de toute structure de défense du monde du travail. Alors, si on ne comprend pas cet élément-là, on ne peut rien comprendre à toute l'évolution de la société jusqu'à aujourd'hui, avec les conséquences de la révolte des Gilets jaunes. C'est la filiation directe. Donc voilà pourquoi aussi j'utilise la formule, parlant de la révolution dite française, une révolution faite au nom du peuple, contre le peuple. Voilà à quoi ça a abouti. Et c'est comme ça que, progressivement, la société allait passer d'une démocratie organique à une démocratie inorganique, c'est-à-dire qui ne repose plus sur le réel, mais sur une perception artificielle donnée, véhiculée par les médias. Donc vous comprenez aisément que désormais le fonctionnement de cette démocratie inorganique, ne reposant que sur l'opinion que le citoyen se forgeait au travers des médias, qui tient les médias, qui a l'argent pour financer les médias, tient l'opinion du citoyen. Donc vous voyez, c'est fatal. Et rappelez-vous le mot de Sainte-Beuve, de l'historien Sainte-Beuve, à la fin du XIXe siècle, quand il disait « L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases justes, il raisonne juste sur des bases fausses. » Vous modifiez la perception du citoyen, et en toute honnêteté, le citoyen va conclure contre ses intérêts. Vous voyez ? Le génie pervers des révolutionnaires. Et il est évident qu'à travers cette manipulation de l'honnêteté de la consultation du citoyen, on allait anéantir toute notion de solidarité nationale. Et voilà ce que peu à peu les Gilets jaunes, ou tout au moins la partie la plus consciente d'entre eux, commencent à comprendre, d'où un certain nombre de slogans que l'on voit fleurir, qui font tellement peur à nos élites au pouvoir d'aujourd'hui et aux différents lobbies. Quand vous voyez sur des banderoles l'équation Macron-Rothschild, ça veut tout dire. Et il n'y a qu'à voir un certain nombre de blogs maçonniques et d'une certaine communauté qui se lamente, qui s'indigne de cet amalgame. L'amalgame veut tout dire et décrit parfaitement la situation. Alors venons-en maintenant à ce qu'a été le processus de cette révolution de 1789, dont les conséquences logiques font réagir une majorité de Français aujourd'hui.
Alors, si j'utilise le mot logique, c'est parce que tout système de pensée, quel qu'il soit, a sa logique interne de par les conséquences que ces principes vont développer. Si les principes sont bons, les conséquences seront bonnes ou les meilleures possibles. Si les principes au départ, sont mauvais, les conséquences seront mauvaises. Il y a une fatalité, c'est mathématique. Et c'est pour ça que quand on étudie l'action d'un pouvoir, où que ce soit dans le monde, c'est la vieille histoire, le vieux dicton qui dit qu'on juge un arbre à ses fruits. On voit les résultats, on a de beaux fruits, l'arbre est sain, planté dans un bon sol, on a des fruits pourris. Comprenez la suite. Et donc, c'est cette pourriture des fruits des faux principes de 1789 que les Français découvrent aujourd'hui et commencent à ouvrir les yeux sur la manipulation médiatique dont ils sont victimes depuis de génération en génération, et en ce qui les concerne, du berceau jusqu'à la mort. En fait, quand on regarde le développement de cette révolution, on se rend compte que, elle n'est pas née du jour au lendemain. Elle a eu des antécédents, et des antécédents relativement anciens. Et on peut considérer que cela a plus ou moins commencé avec l'essor du protestantisme, la lutte entre le protestantisme et le catholicisme, qui a vu s'engager une partie de la haute aristocratie française dans le protestantisme, la lutte de pouvoir qui a éclos en partie sous Louis XIII, avec Richelieu, et Richelieu qui a mis bon ordre de façon quelque peu définitive. Politique qui a été poursuivie par Mazarin, et il s'est créé donc, à partir de ce moment-là, une haute société française, protestante, qui, bloquée dans ses ambitions de plus de pouvoir au détriment du pouvoir royal, était avide de revanche. Et c'est progressivement, avec l'arrivée de la maçonnerie en France, la maçonnerie, comme vous le savez, vous devez le savoir, fondée officiellement à Londres en 1700. 17. Oui, bravo. Que cette haute aristocratie, en partie d'origine protestante, allait trouver le vecteur dans son espoir de prendre plus de pouvoir au détriment du pouvoir royal. Donc c'est un ensemble de faits, de rancœurs, de ceci, de cela, d'intérêts non aboutis, qui explique en partie, tout au moins, la première phase de la Révolution dite française. Première phase. Et rappelez-vous que cette fronde qui s'est développée sous Louis XIII, matée par Richelieu puis par Mazarin, la situation était quasiment la même en Angleterre, avec la révolution de Cromwell, protestant, philosémite, déjà à l'époque, qui a abouti à la décapitation du roi d'Angleterre de l'époque, Charles Ier. Donc vous voyez, la révolution de 1789 aurait pu se produire 2 siècles et demi avant celle que nous connaissons. Et si on n'avait pas eu Richelieu et la sagesse de Louis XIII de s'en remettre à lui, eh bien, donc, la révolution dite française aurait éclos à ce moment-là. Donc, vous voyez, vous avez les éléments qui peuvent constituer un début de révolution. Et vous avez les hommes qui, à un moment donné, agissent
ou pas, contre le développement de ce qui pourrait devenir une révolution. Du temps de Louis XIII, ça a été Richelieu, Mazarin après. Du temps de Louis XVI, il n'a pas su trouver ou n'a pas voulu trouver son Richelieu. Tout est là. Et c'est ça qu'il y a de désolant dans l'histoire des peuples, en particulier de la France, quand on se dit, finalement, cela s'est joué à si peu de choses, à l'intelligence d'un souverain. Et alors, cette société, haute société aristocratique de l'époque, a commencé avec Louis XIV, vous savez ce que j'en ai dit il y a à plusieurs reprises dernièrement dans différentes conférences, je ne vais pas revenir là-dessus. Et Louis XIV, Louis XV, puis Louis XVI, il y a eu une perversion de la haute aristocratie française. De par les mésalliances dont j'ai parlé, suscitées par la vie à la cour, ça coûte cher, ça a coûté cher. Et progressivement, ce ferment révolutionnaire qui était sous-jacent, qui n'attendait qu'un élément pour pouvoir se développer et éclore, a commencé à se manifester. Alors, quand on relit l'histoire de l'époque, on tombe sur un certain nombre d'anecdotes, tout à fait historiques d'ailleurs, qui décrivent la situation, qui décrivent l'époque. Et je crois que j'en ai déjà parlé, mais enfin, je pense que dans le cadre de cette conférence, ça tombe à point pour le rappeler, car ça décrit l'anglomanie de l'époque, de cette haute aristocratie. Et je cite cette anecdote. C'est un certain comte de l'Oragé qui, revenant d'Angleterre, a apparu à la cour après plusieurs mois d'absence, et Louis XV, l'apercevant, lui dit « Tiens, l'Oragé, où étiez-vous » L'Oragé lui répond « J'étais en Angleterre, sire. »« Et qui faisiez-vous donc » s'étonne le roi. « J'apprenais à penser, sire. » Et Louis XV, moqueur, de lui répondre « Ah bon, les chevaux ?» Oui, le jeu de mots. Penser à un cheval, vous savez ce que c'est. Donc, vous voyez, bon, ce qui montre que Louis XV n'était pas dupe, mais ce qui montre aussi l'immense imbécilité d'une série d'aristocrates de l'époque, pour qui l'Angleterre, c'était le Messie. Oui, ce sont des petits clins d'œil de l'histoire qui permettent de comprendre l'histoire aussi. Donc le snobisme anglais de ces courtisans oisifs les prédisposait à être perméables à cette mode anglaise que véhiculait la maçonnerie. Et qu'il était de bon ton d'afficher. Rappelez-vous la lettre de Marie-Antoinette que j'ai déjà citée dernièrement, je ne vais pas revenir dessus. Ah, mais tout le monde en est, c'est très bien, c'est magnifique. Donc il était de bon ton, dans la haute société de l'époque, de faire partie de la maçonnerie. Étonnez-vous après des conséquences. Et c'est comme ça que quand je parle de cette époque-là, j'ironise en disant que la maçonnerie avait commencé par faire tourner les têtes avant de les faire tomber. C'est beau l'intelligence humaine. Donc vous voyez, c'est un mélange de rancœur religieuse d'une certaine aristocratie protestante, aux ambitions de caste brisées par Richelieu, qui allait prendre sa revanche à l'abri de l'agitation maçonnique. Et on vient nous parler de sens de l'histoire. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Il y a un sens de l'histoire parce que les principes ont leur logique interne, comme je l'ai dit il y a quelques minutes.
À l'appui de ce que j'ai dit à l'instant, sur l'appartenance d'une partie de la haute aristocratie française au protestantisme, cette constatation du père Berthelot, qui constatait que presque tous les grands noms de l'armorial de France, mis en tête des loges au XVIIIe siècle, étaient ceux qui se trouvaient en tête du mouvement protestant au XVIe siècle. Oui. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Il y a une succession logique des actions et les conséquences des principes. Et je voudrais insister aussi sur une chose que l'on constate toujours de nos jours, c'est la proximité entre les protestants et les francs-maçons. Et j'en ai eu quelques exemples dans mon existence, dont je me rappelle lors d'un dîner. J'étais à côté d'un monsieur avec son épouse, protestant, et connaissant justement la proximité entre ces deux structures, je lui dis, mais en fait, vous, protestants, vous n'avez rien contre la maçonnerie. Et réponse de cette personne, oui, vous avez tout à fait raison. Donc vous voyez comment ce qui pouvait apparaître comme une simple révolte d'un certain Luther contre certaines évolutions déplaisantes de l'Église de l'époque, petit à petit s'est transformé en instrument de lutte pour détruire la société. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce travail de sape au nom des ambitions déçues d'une certaine haute aristocratie qui allait constituer la première phase de la Révolution. Parce que derrière, il y avait une deuxième phase de la Révolution qui allait se développer. Et cela attire l'attention sur un phénomène constant. Les révolutions ne s'arrêtent pas là, où ceux qui l'ont commencé croient pouvoir l'arrêter une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Non, pour une raison très simple, comme je disais tout à l'heure, c'est que du fait de la logique des principes qui ont été lancés, ces principes développent leurs conséquences jusqu'à leur ultime conséquence. Donc il y a toujours une surenchère qui continue. Et c'est pour ça qu'il y a eu la deuxième phase. Et rappelez-vous, il y a eu les Girondins qui ont été chassés par les Jacobins. Prenez la Révolution russe, il y a eu les Mencheviks qui ont été chassés par les Bolcheviks. Ce sont les étapes logiques d'une même erreur, mais qui va arriver à ses conséquences ultimes. Alors, il faut aussi prendre garde à une chose, c'est qu'avec cette destruction de la démocratie organique par la loi d'Isaac Le Chapelier, en fait, c'était la porte ouverte au début de la lutte des classes. Alors que le système corporatif organisait la vie du travail dans une union d'intérêts communs entre le patron, le cadre et l'ouvrier, la démocratie inorganique qui s'installait allait créer la lutte des classes. Chaque classe défendant ses intérêts, non plus au sein de l'intérêt commun de la corporation, mais couche par couche. Je voudrais aussi revenir, un petit peu incidemment, sur la façon dont la maçonnerie a travaillé. Parce que c'est toujours d'actualité. Et je vais m'appuyer encore une fois sur un texte du franc-maçon Louis Blanc,
qui constatait qu'entre 1745 et 1748, le but de la maçonnerie était de faire le moins de bruit possible. Le roi doit oublier qu'une société d'origine anglaise travaille au sein de son royaume et occupe la plus grande partie de son personnel administratif à des discussions subversives. Et rien de changé, c'est toujours la même chose. Et rappelez-vous, quand je parle, par exemple, de la façon dont l'Église a été subvertie, quand j'ai parlé de la façon dont certaines structures traditionnalistes ont été subverties, en évoquant les 3 points qui marquent cette évolution de conquête, infiltration, neutralisation, déviation. Eh bien, c'est ce qui est arrivé dans la monarchie française qui s'est fait verrouiller par le complot maçonnique, judéo-maçonnique. Et alors, on a quelques exemples aussi que je vais tout de même citer, parce que ce sont des noms connus. Le duc de Choiseul, aux affaires étrangères, qui était athée, protège les philosophes, pas besoin de vous faire un petit dessin, et sera à l'origine de l'expulsion des jésuites de France. Exactement comme au Portugal, avec un homme célèbre, le marquis de Pombal, franc-maçon lui aussi. Donc vous voyez, vraiment, ce siècle aurait été le siècle du basculement idéologique. Le grand chancelier d'Aguesseau, qui est à la justice, est le protecteur des encyclopédistes. Il est à la justice. Donc vous voyez, protégés. Ils étaient protégés. Et son cousin d'Aguesseau de Fresnes, avocat au Parlement, est orateur en loge maçonnique. Et à la direction de la librairie, donc là, ce sont les médias de l'époque. Malesherbes. Nous avons un bon boulevard à Paris, Malesherbes. Il faut savoir qui était l'individu. Faciliter l'importation de la littérature étrangère subversive, éditée qui en Belgique, qui en Hollande. Des petites plaquettes qui passaient en contrebande. Et bon, je vais éviter des insultes, mais vous imaginez ce que je pense d'un certain Voltaire. Voilà ce qu'il disait de M. de Malesherbes. M. de Malesherbes a rendu d'infinis services au genre humain en donnant une plus grande liberté à la presse qu'on n'en avait jamais connue. Nous sommes déjà plus qu'à demi anglais, plus qu'à demi anglais. Voilà quel était le fin de cette société finissante du XVIIIe siècle. Paraître anglais, ressembler aux Anglais. Et c'est à tel point que les 3 premiers grands maîtres en France de la maçonnerie étaient tous les 3 anglais. Alors vous comprenez pourquoi quand je parle de la Révolution, je dis la Révolution dite française. À ce propos-là, je voudrais citer encore une fois cette réflexion de l'historien René Sidiou, dans son livre que je vous conseille d'acquérir, qui est plein de renseignements, qui est plein de données, Le coup de la Révolution française. Voilà ce qu'il disait. L'étranger a de bonnes raisons d'apprécier la Révolution et de lui vouer quelque reconnaissance. Mais les Français, il ne fait que constater ce que je me tue à répéter, c'est que cette révolution était tout sauf française. Et un autre historien, Claude Bertrand, dans son ouvrage Louis XV, constate « Le bon sens populaire ne partage pas l'engouement du clergé et de la noblesse, il se méfie de cette nouveauté étrangère. »
Comme quoi, bien que manipulé à toutes les époques, il y a tout de même un bon sens populaire qui lui fait comprendre qu'on essaye de le tromper. Alors on le constate aujourd'hui. Et voilà le parallélisme que l'on peut tracer entre cette époque-là et celle d'aujourd'hui. Bien que manipulé, trompé dans ses intérêts, ce bon sens populaire est rétif aux idées nouvelles, parce qu'il a tout de même le sens du réel, et les fumées idéologiques, il se dit, il y a une tromperie là derrière. Et c'est bien dommage, justement, qu'à partir de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, au lieu de s'appuyer sur la haute aristocratie, les monarques de France auraient mieux fait de s'appuyer sur le peuple, comme leurs prédécesseurs l'avaient fait jusqu'à Louis XIII. Alors, bon, on nous parle de démocratie, démocratie, démocratie. Bon, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Quels en sont les principes décrits par ces laudateurs? On nous dit que la démocratie étant le gouvernement où le peuple exerce la souveraineté, il y a une question qui se pose. Comment peut-il exercer sa souveraineté, comme l'affirmait Montesquieu, rappelez-vous, en étant à la fois souverain et sujet? Comment articuler ça? Je ne vois pas très bien quand même. Pour une raison très simple, c'est que c'est un sophisme, ce sont des mots, parce que ces gens étaient des phraseurs. Ils ne s'appuyaient pas sur l'expérience. Ils imaginaient. Système nouveau. Et je voudrais rappeler ce mot du socialiste non marxiste Proudhon, quand il constatait « Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle l'Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. » Ce qui veut dire que ceux que le bon peuple élu, trompé par les médias, soit ignore, soit se contrefiche éperdument des problèmes du peuple qu'il a élu. Et là encore, je veux bien insister sur le fait que le génie pervers des fomenteurs de la Révolution de 1789 aurait été de donner l'illusion du pouvoir au peuple par un morceau de papier blanc, son bulletin de vote. Et c'est ainsi que cette escroquerie de la transformation du vote populaire, le citoyen n'était plus qu'un esclave d'un système qui détourne son vote. Alors Montesquieu avait beau affirmer que le peuple dans la démocratie est à certains égards, et je me répète, monarque à certains sujets par ses suffrages qui sont ses volontés, et que la volonté du souverain est le souverain lui-même, encore une fois, ce sont des mots. Ça ne veut rien dire. C'est une musique. Et encore dans la musique, il y a une logique. Voilà. Sauf la musique moderne. Et regardez à quel point ce peuple, guidé par les principes de 1789, est libre et souverain dans ses décisions, quand on voit ce qui est advenu avec le vote des Français lors du référendum sur la Constitution en 2005. Ce malheureux Jacques Chirac avait commis l'imprudence de soumettre la question à référendum populaire et non pas par devant les députés. Et le résultat a été non, on n'en veut pas. Ah.
Et voilà ce que c'est que la démocratie inorganique. Quand ceux qui téléguident cette démocratie inorganique n'ont pas le résultat du peuple qu'ils en escomptent, mais qu'à cela ne tienne, on va le faire revoter jusqu'au moment où il votera correctement, comme on veut. Et c'est comme ça que, pas plus tard que 2 ans plus tard, un certain Nicolas Sarkozy, dont vous connaissez les origines, si vous ne le savez pas, vous me poserez la question tout à l'heure, décidé de remettre la Constitution européenne au vote du peuple. Non, pardon, pas au vote du peuple, au vote de ses représentants, les députés. Et là, oh, quelle surprise! Quel drôle de représentant quand même. Au lieu de suivre ce que les Français avaient décidé en référendum, eh bien non, les députés, bien sagement, bien disciplinés, réunis en congrès extraordinaire à Versailles par M. Nicolas Sarkozy, acceptaient le traité dit de Lisbonne, qui était le copier-coller de ce qu'avait proposé Jacques Chirac, un peu plus honnêtement, par référendum. Alors vous comprenez, quand Montesquieu vient nous dire que le peuple est à la fois sujet et souverain, mais je m'excuse du terme, quelle vaste foutaise. À partir du moment où, manipulé par les médias, il donne sa conscience à des candidats qui sont eux-mêmes créés de toutes pièces par les médias, il ne faut pas s'étonner des résultats. Et là encore, on voit le poids de l'argent sur cette démocratie inorganique. C'est pour ça qu'elle ne peut évoluer qu'en plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement par l'argent. Et puis, bon, rappelez-vous un peu plus près de nous ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles. Comment un candidat comme un certain François Fillon, adoubé par son parti à une écrasante majorité contre les 2 chouchous du monde politico-médiatique, c'est-à-dire Sarkozy et Juppé, a réussi à être éjecté par un véritable complot politico-judiciaire. Qui tient la presse? Qui de plus tient la justice? Tient toute la politique. Voilà à quoi aboutit ce magnifique sophisme de Montesquieu, le peuple dans la démocratie est à certains égards monarque, à certains sujets par ses suffrages, qui sont ses volontés, et que la volonté du souverain est le souverain lui-même. Montesquieu, une des gloires de la République. Et alors, bien encore, Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, qui dans son contrat social prolongeait le sophisme de Montesquieu quand il disait ceci. Quand donc l'avis contraire au mien, vous êtes bien assis, réfléchissez, concentrez-vous. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, affirmait-il, cela ne prouve autre chose, sinon que je m'étais trompé et ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Ça va, vous avez compris? Si vous avez compris, j'aimerais que vous me le disiez, parce que moi je n'ai pas compris. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu. C'est alors que je n'aurais pas été libre. Ça va? Vous pouvez m'expliquer?
Est-ce que vous imaginez que c'est sur excusez-moi du terme, des conneries pareilles que des générations de bons républicains font vivre la France? Ou périr la France? Et le plus beau, c'est que c'est ce même Jean-Jacques Rousseau qui, dans son même livre, Le contrat social, un peu plus loin, va dire: s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Au moins, là c'était clair et là on comprend. Non, mais vous vous rendez compte les contradictions internes de ce système démocratique? Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous ne croyez pas que quand vous avez des personnes autour de vous qui ne veulent pas vous croire, si vous leur mettez ces textes sous le nez en disant: voilà, tu m'expliques? Tu m'expliques? Quoi, tu peux pas expliquer? Pourquoi c'est pas explicable? Ben voilà. C'est sur ce genre de conneries que vit la France depuis 1789. Et on ne peut que constater que c'est sur ce genre de discours aberrant que la grande aristocratie de l'époque discutait dans ses salons. Les élites ne sont pas là où l'on croit. Donc, je pense que vous aurez compris, au travers de ces deux citations de Montesquieu et de Rousseau, ils ne se rendent pas compte, mais c'est la condamnation de cette démocratie inorganique née en 1789. Ça montre son inviabilité. C'est une escroquerie du système corporatif qui ne profite qu'à ceux qui le manipulent. Alors, à ceux qui pourraient ne pas comprendre le mécanisme pervers que j'essaie de démontrer, que se passe-t-il aujourd'hui dans la manifestation du vote populaire? Donc je vais en partie me répéter. On le fait voter au travers de l'opinion qu'on lui forge de certains sujets. Donc il n'a plus de contact direct avec la réalité, comme autrefois. Il va donc être petit à petit amené à prendre des décisions contraires à ses intérêts, mais qui sont ceux de ceux qui manipulent la presse. Tout cela s'articule de façon absolument logique et démonstrative, et on en voit les conséquences. Et une observation de bon sens. Si vous êtes malade, est-ce que c'est à votre plombier que vous allez demander comment vous soignez? Si vous avez un problème de plomberie, et c'est à un médecin que vous allez demander comment régler le problème. Si vous avez une maison à construire, et c'est à un curé que vous allez demander comment faire. On ne peut demander un avis bien fondé qu'à quelqu'un qui connaît le sujet. Eh bien, c'est ça qui a été supprimé avec la loi d'Isaac Le Chapelier. Vous voyez, c'est par des petits exemples tout de même de logique basique que l'on peut essayer de faire comprendre la manipulation de l'opinion publique depuis lors.
Donc, en résumé, il ressort de cette analyse que j'essaye de vous faire que la démocratie inorganique, basée sur ces sophismes, ne peut fonctionner que par le mensonge perpétuel véhiculé par les médias. Et le pire, je dirais, c'est qu'à chaque fois que, c'est un aveuglement supplémentaire, à chaque fois que les électeurs sont déçus d'un parti parce qu'ils ont été trompés dans ce qu'ils en attendaient, eh bien, ils vont se reporter sur un autre parti qui n'est qu'une autre facette du même pouvoir politico-médiatique et des lobbies qui sont derrière. C'est pour ça que cette démocratie est inviable. Elle n'est viable que pour ceux qui poursuivent un but, mais qui n'est pas celui de l'intérêt des nations. Et je veux encore une fois insister que quand il arrive au peuple, en dépit des manipulations médiatiques auxquelles il est sujet, d'avoir un éclair de lucidité, comprendre qu'on veut lui faire voter contre ses intérêts, eh bien le pouvoir va le faire revoter jusqu'à obtenir le résultat qu'ils veulent. Et à propos justement de la démocratie et des... réfléchissez un petit peu aux campagnes électorales en général, les promesses des candidats, toutes plus mirobolantes les unes que les autres, qui ne sont jamais concrétisées. Rappelez-vous le mot d'un certain Charles Pasqua, qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Eh bien, je dirais que c'est un parfait raccourci de ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et c'est pour ça que je dis avec, je pense, un petit peu d'ironie, que notre devoir à nous est de faire de nos concitoyens des incroyants du pouvoir politico-médiatique. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont systématiquement trompés et au bénéfice d'intérêts qui ne sont pas les leurs. Et alors on voit qu'à toutes les époques, il y a eu des hommes qui ont vu juste, qui ont prédit ce qui allait venir, qui ont donné des solutions pour enrayer le mal. Et je voudrais citer ici un texte de Charles Maurras dans son ouvrage « Mes idées politiques », où, constatant les méfaits de la démocratie inorganique, il disait ceci. « Dans toute tentative de régler la question sociale, l'abolition de la démocratie s'impose comme les précautions de l'asepsie dans le traitement des plaies. » Ce qui veut dire que cette démocratie, c'est une maladie, c'est une infection. C'est ça que ça veut dire. Et un autre grand représentant du nationalisme, non pas français mais espagnol, José Antonio Primo de Rivera, qui a été d'ailleurs bien opportunément assassiné par les Rouges espagnols, disait ceci. Les partis doivent disparaître. Personne n'est jamais né membre d'un parti politique. Par contre, nous sommes nés membres d'une famille, nous sommes voisins dans une municipalité, nous payons tous dans l'exercice d'un travail. Or, si ce sont là nos unités naturelles, si la famille, la municipalité et la corporation sont les cadres dans lesquels nous vivons, pourquoi aurions-nous besoin de l'instrument intermédiaire et pernicieux des partis qui, pour nous unir en des groupements artificiels,
commence par nous désunir dans nos réalités authentiques. Je trouve ce texte parfait. Tout est là. Cela fait partie de notre panoplie nationaliste. Et c'était donc l'invocation au retour au système corporatif qui a été fait d'ailleurs en Espagne par la suite. Donc voilà quelles étaient, entre autres, les constatations de Maurras et de José Antonio Primo de Rivera face au mal qui rongeait la France et l'Espagne pour les mêmes raisons. C'était reconnaître que le poids de tous ces intérêts occultes qui fabriquaient cette pseudo-démocratie. Alors, un autre texte qui est intéressant de reciter, c'est celui de Jean Grandois, totalement oublié aujourd'hui, qui a été un des patrons du patronat, qui, dans son rapport pour le 11e plan, constatait, et ça c'est très important comme réflexion, parce que là aussi tout est là. Voilà ce qu'il constatait. Le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Ah bon? Au service de qui alors? Tout est là. Et c'est tout de même intéressant qu'un représentant du patronat, et ce que l'on sait du patronat aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il travaille pour le bien commun. Cet homme était honnête. Le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Là encore, c'est un texte à mettre devant les yeux de ceux qui ne veulent pas vous croire. Quand vous leur parlez d'un mensonge de Macron, etc. Irréfutable. Alors, vous comprenez que de toutes ces dernières citations que je viens de vous donner, il découle une constatation élémentaire. C'est qu'en démocratie inorganique, il ne peut pas y avoir de justice sociale. Ça, les gilets jaunes aujourd'hui le constatent, à leur dépens. D'où la constatation, le résumé que j'ai fait de ce constat dans mon livre « Le nationalisme français » que vous avez là. Sans justice sociale, pas de solidarité nationale. Sans solidarité nationale, pas de cohésion nationale. Et sans cohésion nationale, pas de nation forte. Tout est là. C'est comme ça qu'on affaiblit les nations, qu'on affaiblit les peuples dans cette démarche mondialiste en marche aujourd'hui. Je dis bien en marche. Vous voyez bien le petit clin d'œil. Donc il découle de cela que le nationalisme ne peut être que social. Il faut que la nation soit forte pour pouvoir affronter les forces étrangères hostiles. Alors, bon, vous voyez le développement que j'essaye de faire. Voyons-en maintenant comment l'occupant de l'Élysée conçoit la démocratie. Quelle est sa conception de la démocratie? C'est très démonstratif, vous allez voir. Dernièrement, dans le magazine Le Point du 1er février, était rapporté que, interrogé par des journalistes qui évoquaient l'exemple de la Suisse et son recours fréquent au référendum, que les Suisses appellent les votations, Emmanuel Macron avait dénigré le système suisse et refusé de l'adopter en France en disant ceci. On n'est pas du tout fait pour ça. La Suisse ne marche pas aussi bien qu'on le pense. Vous ne croyez pas qu'on pourrait lui répondre, mais... Monsieur le Président, si seulement votre France fonctionnait comme la Suisse, les Français seraient peut-être mieux. C'est sûr. Alors qu'il y a encore quelques années, j'ai vu passer ça, cette comparaison il n'y a pas longtemps,
Alors, il y a quelques années, le salaire en France et en Suisse était quasiment identique. Maintenant, en France, c'est la moitié des salaires en Suisse. C'est ce qu'on appelle le progrès. Non ? Donc, au travers de cette citation, ce refus de l'équivalent des votations suisses en France, on perçoit la peur panique du coquelet élyséen, comme je l'appelle, de tout recours à l'opinion populaire. Sauf si on passe par les députés, ses représentants. Mais de consultation directe, c'est dangereux ça. Et Macron avait poursuivi, toujours dans ce même entretien, d'ailleurs les Suisses, comme disait je ne sais plus qui, ils commencent toujours par des questions de gauche et ils finissent avec des réponses de droite. Vous trouvez pas ça magnifique ? Donc tout est là encore. Si on consulte le peuple, c'est l'hydre de droite qui risque de revenir. D'où leur panique. Telle est leur peur du retour à la démocratie organique détruite par la loi d'Isaac Le Chapelier, au bénéfice de cette démocratie inorganique qui manipule les citoyens. Et même comme cela, ils ont peur encore de la lucidité des peuples. Et regardez, une autre déclaration, celle de Olivier Duhamel sur Europe 1, en fidèle écho à la panique du coquelet élyséen, disant « Si le référendum d'initiative citoyenne », il dit citoyenne, pas populaire, donc ça se fleure déjà le républicain, si le référendum d'initiative citoyenne devenait réalité en France, cela ouvrirait la porte à une série de demandes populistes qui, in fine, mettraient à mal notre démocratie. Notre démocratie. Leur démocratie qui n'est pas la nôtre. Alors, petit rappel quand même pour voir comment ça se passe en Suisse. En Suisse, il y a différentes sortes de référendums. Il y a d'abord des référendums proposés par le pouvoir au peuple, 4 en général par an, sur différents sujets. Donc les Suisses sont très régulièrement consultés. Mais aussi des référendums par initiative populaire qui imposent des sujets au pouvoir. Il y a des référendums fédéraux, cantonaux et municipaux. Aujourd'hui, au point de vue force politique en Suisse, c'est l'Union démocratique du centre, l'UDC, qui est la formation la plus nombreuse, et représentant en gros la droite populiste identitaire. 30% des votes, c'est tout de même déjà pas mal, et qui a réussi à faire passer un certain nombre de choses, notamment faire interdire les minerais en Suisse. Notamment la limitation du nombre de travailleurs étrangers et jusqu'à l'expulsion de délinquants étrangers, même nés en Suisse et même n'étant jamais retournés dans le pays de leurs parents. Ils ne sont pas tendres, les Suisses. Mais voilà, c'est ça qui fait peur à Macron, vecteur du complot mondialiste, c'est que tout cela va à l'encontre, c'est la préservation de la nation que les Suisses, de leur nation que les Suisses sont. Ce que, plus ou moins consciemment, les Gilets jaunes essayent d'obtenir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où le pouvoir en Suisse, le gouvernement en Suisse a accepté ce verdict populaire contre l'immigration de masse, notamment,
le gouvernement suisse se heurte de plein fouet avec la communauté européenne, comme en Italie. Et voilà pourquoi le système, se sentant en danger, fait tirer sur les manifestants des Gilets jaunes, flashball par-ci, LBD par-là, pourquoi pas à balles réelles, comme en Palestine, comme le souhaitait le philosophe Luc Ferry, sur Radio Classique, dont vous connaissez le tenant. Besoin d'un petit dessin? Non? Donc, bon, la situation n'est pas facile, c'est évident. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand on analyse toutes ces déclarations, c'est de constater la peur de ce pouvoir qui craint de se voir dépossédé de tout ce qu'il a patiemment construit de mensonge en mensonge. Et ça, c'est encourageant pour l'avenir. Et je pense que la révolte des Gilets jaunes, peut-être s'estompera, mais ça laissera des traces. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un désenchantement de la démocratie en général, et on prend les paris, ça portera ses fruits. Et ce n'est tout de même pas par hasard si, à l'occasion de la sortie du dernier livre du général Pierre de Villiers, les médias ont fait tout un tam-tam autour de ce livre et autour de la personne du général Pierre de Villiers. C'est que ceux qui sont derrière Emmanuel Macron se rendent compte qu'il n'est pas sûr du tout qu'il arrive à maîtriser cette révolte populaire en France. Et que s'il n'y arrive pas, il faut que le système ait une planche de salut. Et quoi de mieux que d'invoquer un sauveur en la personne d'un général. Alors ça rassurait tout le monde. Les cathos seraient pour, un général, un militaire magnifique, simplement ils ne savent pas que le général Pierre de Villiers est un homme de gauche, adepte de toutes les transformations de la société LGBT et compagnie, et sioniste. Oui. Donc c'est très bien, le petit complot continuerait. Et cela ravirait un certain Éric Zemmour, puisque rappelez-vous, lors de la sortie de son livre, je crois que c'était déjà Le Destin français, la presse avait parlé des contacts qu'il y avait eu entre Zemmour et ce général Pierre de Villiers sur l'éventuelle remise en ordre de la France en s'appuyant sur des spécialistes israéliens. Et donc, vous voyez, c'est là toute la politique de Zemmour que j'ai dénoncée, vous qui étiez là au mois de décembre, dans ma conférence de décembre, toute cette politique que j'ai appelée la zémourisation de nos milieux, mais aujourd'hui cela va au-delà de nos milieux, c'est la zémourisation de la France. Quand il vous dit de tout temps la France a été Israël, etc., etc., parlant du roi de Saint-Louis, le roi juif, rappelez-vous le petit rappel que j'avais fait à ce sujet, en énumérant les dates auxquelles les rois de France avaient été forcés pour apaiser le royaume de mettre à la porte les communautés juives. On a en Zemmour un manipulateur, un faussaire de l'histoire de France. Et encore une fois, je mets en garde un certain Hervé Ryssen quand il a fait l'apologie du livre Le Destin français de Zemmour.
Je ne sais pas à quoi il joue, mais comme on dit vulgairement, il s'est tiré une balle dans le pied. Alors, ou il rectifie le tir, c'est le cas de le dire, ou bien on sera obligé de continuer. Et il a fait encore tout dernièrement une déclaration, ça date de 4 jours, je crois, dans laquelle il disait à peu près ceci: au nom de l'Union, évidemment, au nom de l'Union, qu'il fallait allier toutes les tendances de droite, y compris la tendance souverainiste, pro-sioniste. Alors, moi je veux bien, pourquoi pas? Le papier accepte tout. Mais n'est-ce pas le même personnage qui a écrit toute une série de livres antisémites? Alors je voudrais bien qu'on m'explique. Il y a un problème. Et quand je constate l'incohérence de quelqu'un par rapport à ses positions précédentes, je me dis qu'il y a une explication à cela. Alors cherchez l'explication. Ou alors envisage-t-il de détruire son stock de livres antisémites? Et pas plus tôt que tout à l'heure, en consultant mes mails, j'ai vu que le New York Times avait consacré 20 pages d'une de ses éditions toutes récentes à qui? À M. Éric Zemmour. Voilà. Alors, est-ce que le New York Times est un journal compatible avec ce que nous défendons? Totalement. Vous voyez l'incohérence d'un certain Hervé Roussel? Il y a un os là-dedans, comme on dit. Et regardez ce culot. Comment dit-on culot en hébreu? Chuspa. La chuspa d'Emmanuel Macron, puisque, comme vous le savez, comme nous l'avons nous révélé, ça n'a malheureusement pas été repris dans notre presse. Par son arrière-grand-mère, il est d'origine juive. Donc on comprend qu'il est la tentation de la chuspa. Quand il a déclaré au Caire, c'était le 28 janvier dernier, oui, il faut déplorer 11 morts, mais du fait des forces de l'ordre. Non mais vous vous rendez compte de ce pouvoir de mensonge de ces individus qui croient qu'à l'abri des mensonges de la presse, ils peuvent tout dire et faire tout avaler. Mais comme tout mensonge, ça n'a qu'un temps. Et c'est ça qui va être sa perte si ça continue comme ça. Donc ceux qui ont perdu, qui a un œil, qui a une main, etc., morts carrément. C'est pas la faute de ces forces de sécurité républicaine. C'est magnifique. Alors pour terminer, je voudrais rappeler que toutes les révolutions nationalistes de la première moitié du XXe siècle sont toutes revenues au système corporatif. Ça veut dire quelque chose. Ces révolutions réagissaient justement aux conséquences des faux principes de la révolution de 1789. Donc vous voyez, c'est ça la logique des principes. Quand une nation et ses véritables élites constatent que tel principe a ou ont entraîné telle et telle conséquence nocive pour la nation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Que font-ils? Vous êtes sur un chemin qui mène à un précipice. Est-ce que dans votre logique interne, vous allez continuer à marcher jusqu'à tomber dans le précipice? Ou est-ce que vous allez faire demi-tour en comprenant que vous vous êtes trompé de route? Je ne sais pas si vous comprenez ma façon de travailler. J'essaye à la fois par des rappels historiques et par des formules de bon sens
à la portée, j'espère, de tout le monde que je vous demande de transmettre autour de vous, de faire comprendre la fausseté des principes qui nous gouvernent. Il faut de la logique, il faut de la simplicité dans les idées. Quand vous avez une expression qui n'est pas claire, je vous ai cité tout à l'heure le texte de Rousseau, c'est qu'on cherche à tromper. La vérité est toujours claire et limpide parce qu'elle est faite pour tout le monde. Ce n'est pas une gnose réservée à une certaine élite. La vérité est faite pour tout le monde. Donc quand il y a un texte qui n'est pas clair, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Alors, justement, c'est du fait de cette réaction nationaliste de la première moitié du XXe siècle que l'on comprend pourquoi la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée, voulue. Déclenchée par qui? Par Hitler, comme on cherche à vous le faire croire. Non. Par l'Angleterre et la France, sous l'injonction des lobbies qui les contrôlent. Qui les contrôlaient à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces révolutions nationalistes qui émergeaient partout en Europe, ils se voyaient dépossédés du pouvoir qu'ils avaient acquis depuis 1789 au travers de leur faux en démocratie, qui était la démocratie inorganique. Donc il fallait briser cette réaction nationaliste, et hélas, la politique d'un certain Hitler a prêté le flanc à leur dessein. C'est ce que j'explique dans mon livre « Bonaparte, Hitler, Poutine ». Alors certes, on peut dire que dans l'expérience du national-socialisme, il y avait des aspects intéressants dans l'aspect justement national et social, mais sa politique étrangère et sa guerre à tout prix, comme un Bonaparte, a été désastreuse, non seulement pour son peuple, pour toute l'Europe, pour le monde entier, parce que cela a amené au triomphe final des lobbies. Et nous en vivons les conséquences aujourd'hui. Et comme je le dis dans ce livre en question, dans la vie d'un conquérant, ce ne sont pas les victoires, les victoires, les victoires, les victoires. C'est le dernier combat, la dernière bataille. Bonaparte, Hitler, dernière bataille. Et dans quel état ils laissent leur pays? Une toute dernière chose encore que je voudrais rappeler, ce mot révélateur de Weishaupt. Alors, je pense que vous savez tous plus ou moins qui est Weishaupt. Un juif en principe converti, encore un, fondateur des Illuminés de Bavière, qui avait la particularité d'être une maçonnerie dans la maçonnerie. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati. Et ce texte est fondamental pour comprendre quelle est la manipulation des peuples jusqu'à aujourd'hui. Quand il disait « C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion ». Il n'y a rien de neuf. Tout a été dit au moment de la Révolution dite française. Tout a été préparé, tout a été planifié. Et c'est comme ça qu'on arrive à la dictature sous laquelle nous survivons actuellement. Et alors je vais vous donner deux exemples tout récents, même trois, puisque l'un d'entre eux me concerne.
Dernièrement, l'Union des étudiants juifs de France a exigé que Elie Aten, qui est à la fois un monarchiste et un professeur à l'université de Bobigny, cette Union des étudiants juifs de France a exigé qu'il soit destitué de ses fonctions. Pourquoi ? Eh bien, ce brave homme avait, dans son immense naïveté, cru pouvoir dire qu'il souhaitait une France chrétienne et catholique. Donc voilà, aujourd'hui, il suffit de souhaiter une France chrétienne et catholique, donc fidèle à ses racines, pour qu'une organisation juive lui tombe dessus et réclame sa destitution. Dictature. Ce que l'a regretté Annie Krigel, juive elle-même, dénoncée dans les colonnes du Figaro. Je crois que c'était en janvier 1993, quand elle dénonçait la police juive de la pensée. Et regardez ce qui est arrivé encore dernièrement à Soral, très lourdement condamné, y compris à une peine de prison, pour certains textes quelque peu dérangés pour certains. Et tout dernièrement, moi aussi, j'ai été pris en ligne de mire, puisque j'ai appris par un certain nombre de correspondants qui m'ont envoyé le texte. Et j'ai été pris à partie par la Ligue de défense juive, suite à mes conférences de novembre et décembre dernier. Je ne vais pas redonner les titres, parce que je vais encore attirer l'attention, mais je crois que c'était 11 novembre, 8 décembre. Reportez-vous là-dessus, vous pouvez encore les voir, même s'ils ont été sabotés sur YouTube. Mais on peut les voir encore malgré tout. Seul inconvénient, c'est qu'elles ne sont plus référencées. Et alors, dans ces menaces, qui me désignaient nommément, il me faisait savoir qu'il savait où nous faisions nos réunions, et dans quelle localité j'habitais. Heureusement que la police est là pour me protéger. Je les ai appelés en renfort tout à l'heure. Ils sont des nombreux. Donc vous voyez, la police juive de la pensée. Comme je disais ce matin lors de notre entretien avec Blandine et Diane, qu'ils défendent leurs intérêts, je comprends. Je ne m'attaque pas à tous les juifs. Je m'attaque toujours aux juifs qui veulent instaurer leur dictature sur le monde. Et je vous prends à témoin, aujourd'hui, je suis à la disposition de la Ligue de défense juive pour discuter texte en main. Je ne les ai jamais insultés. Je souhaite qu'ils ne m'insultent pas non plus. Ou alors, c'est qu'ils ont peur que ne soit révélé leur complot. Alors, oui, je tombe là-dessus. Bon, je l'ai sorti un petit peu, peut-être un petit peu tôt par rapport à la fin de... Voilà la déclaration que donc, je vous citais de mémoire de Rissen. Ça date du 4 février 2019, donc tout récent. Je suis favorable à un rassemblement patriote, pas nationaliste, patriote, qui soit le plus large possible en incluant la mouvance identitaire judéo-compatible. Ah bon? J'ai la référence. Ceux qui sont abonnés à la politique le trouveront dans la politique. Et alors, petit retour en arrière, petit rappel, voilà à quoi ont abouti les décrets de 1808 de Napoléon, qui ont créé les citoyens juifs dans la vie de la cité, comme s'en félicitait Israël Magazine de novembre 2004. Nous en avons les fruits aujourd'hui.
Tel est l'aboutissement de la France juive que dénonçait Édouard Drummond devant cette mainmise progressive de la France qu'il voyait monter. L'aboutissement, si la révolte des peuples n'y met pas fin, en sera la République universelle annoncée par les membres les conjurés de la Révolution dite française. D'où la déclaration d'Emmanuel Macron que j'ai déjà citée. C'était lors, je pense que c'était cet été, c'était devant le Congrès américain, devant Trump, qui l'avait invité, Macron déclarant ceci. Avec Trump, nous contribuerons à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens. Pour le bien de nos concitoyens. Je suppose que ceux qui manifestent auprès des Gilets jaunes aujourd'hui, s'ils ont eu connaissance de ce texte, ont dû apprécier pour le bien de nos concitoyens. Vous voyez comment cette démocratie n'agit que par le mensonge. Et dans cette phrase, vous avez tout. Vous avez la poursuite du plan de la dictature mondiale, qui a commencé en 1789, et le mensonge inhérent à la progression de cette pseudo-démocratie. Et pour parvenir à leur fin, il leur faut d'abord briser la résistance des peuples pour détruire les nations. Et cela passe par une recommandation que faisait Voltaire. Quand il disait, et regardez comme on en voit la transcription aujourd'hui, quand il disait « Faites payer les pauvres, ce sont les plus nombreux ». Ce ne sont pas les grandes entreprises, ce ne sont pas les multimilliardaires qu'il faut faire payer. Non, eux doivent continuer de s'enrichir de génération en génération en faisant payer les plus pauvres. Tel est l'aboutissement de cette démocratie inorganique née en 1789. Voilà ce que je souhaite que les Gilets jaunes comprennent, et nous ferons tout pour les y aider. Merci de votre attention. Alors, bien entendu, comme toujours, pour ceux qui viennent pour la première fois, vous savez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez. J'y répondrai si je suis capable. Si je ne suis pas capable, je vous le dirai. Je vous écoute. J'ai l'impression que vous êtes en train de digérer. Hein. Oui ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine élite qui veut se débarrasser de Macron actuellement, notamment dans la franc-maçonnerie ? Ça rejoint un petit peu de ce que j'ai esquissé tout à l'heure, justement. C'est qu'ils se rendent compte que Macron n'a pas la carrure, malgré les appuis qu'il a, évidemment, et que quand une situation devient dangereuse, il faut essayer de trouver une solution de rechange. D'où mon allusion à Pierre de Villiers. Et Mélenchon, éventuellement, par le RIC, par le détournement. Non, j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas. Bon, je peux me tromper, c'est possible, mais j'y crois pas. Mais par contre, que et Mélenchon et Marine Le Pen servent ce petit jeu, ça oui. Il n'est pas normal qu'avec toute la diabolisation du Front National, bon, qui retombe aussi sur le Rassemblement National, c'est le Rassemblement ou Mouvement, je ne sais plus. Bon, de toute façon, c'est la même chose. Il n'est pas normal qu'après toute cette diabolisation, tous les médias ne passent leur temps, mais c'est tous les jours que j'entends parler de Marine Le Pen, de Louis Alliot, de Gilbert Collard, etc., etc. C'est donc, ils estiment
que Marine Le Pen peut jouer à nouveau le même rôle qu'elle a joué lors des dernières présidentielles. Bonjour les cocus. Et on en parlait encore ce matin lors de notre entretien. On va avoir un problème lors des prochaines européennes. Pour qui faire voter? Le but est de retirer le maximum de voix à la République en marche de Macron. Et donc c'est en fonction de ça qu'on va se déterminer quelques semaines avant. Il est certain qu'en créant cette pseudo-liste Gilets jaunes, où curieusement on retrouve des éléments qui font partie de la République en marche, Macron essaye de pomper des voix de ses principaux concurrents ou pseudo-concurrents. Donc, c'est à voir. Nous n'avons pas encore pris de décision, ça va être... on va voir. Alors, je dois le dire aussi, vous savez très bien qu'il n'y a pas tellement longtemps encore, toujours dans la stratégie que j'avais voulu lors des précédentes présidentielles, estimant que si nous voulons progresser le plus tranquillement possible, il nous faut le pouvoir le plus compatible ou le moins hostile possible sur notre gauche. Et c'est pour ça que j'ai appuyé François Fillon. Je pensais en faire autant avec Laurent Wauquiez, mais là je dois dire que ces dernières déclarations se vautrant dans le sionisme et autres, ça commence à faire beaucoup. Donc vraiment, on est devant un dilemme, et je ne sais, honnêtement, je vous dis franchement, je ne sais pas comment on va sortir exactement. Monsieur? Que pensez-vous de l'abstention à ce moment-là? Comment? Que pensez-vous de l'abstention? Non. L'abstention, c'est une désertion. C'est une désertion. On vous dira simplement, la liste, comme pour les dernières présidentielles, la liste LRM, a fait 20%, Marine Le Pen a fait 18%, Mélenchon a fait 17%. Ah, mais donc c'est Macron qui a gagné. Les abstentionnistes, le vote blanc, ils sont contre-fiches. Non, il va falloir faire un choix. Et c'est ça le dilemme. Et j'ai beau, ces temps-ci, retourner avec mes amis le problème dans tous les sens, ça va pas être évident de prendre une décision. Le vote blanc et l'abstentionniste, c'est pas pareil. Comment? Le vote blanc et l'abstentionniste, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais de toute façon, on vous dira, voilà, c'est la République en marche qui est arrivée en tête. Et quand on vote blanc, s'il y a plein de vote blanc, ça veut dire on est contre tout le monde, quoi. Oui, mais les médias n'en parleront pas. Sans compter que et les abstentionnistes et les votes blancs sont un réservoir de faux votes en faveur du pouvoir. Oui. Un détournement de vote. Attention. Donc moi je dirais le moins d'abstention et le moins de vote blanc possible. Mais pour qui? Il n'y a personne. Ah ben écoutez, c'est à ça, justement, c'est à ça que je meurs pour l'instant. Vote obligatoire, docteur, peut-être? Comment? Que le vote devienne obligatoire. Je ne serai pas contre. S'il devient obligatoire, on supprime l'abstention. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont obligés Oui, de voter tout à les fait. votes blancs. Tout à fait. Moi je ne suis pas contre le vote obligatoire. Au-dessus d'un certain seuil de vote blanc, ceux qui se présentent rentrent chez nous. Après, Parce que beaucoup de gens qui ne votent pas, justement, c'est parce qu'ils ne sont pas contents des candidats. Donc, ils se refusent à choisir entre le moins pire. Pas le meilleur, mais le moins pire. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Moi, je serais relativement partisan pour le vote obligatoire. Bon, ceci comme étape, c'est évident, parce que le but ultime, c'est de revenir à la démocratie organique. Tout est là. Et rappelez-vous le communiqué que nos cercles nationalistes avaient publié, c'était au mois de décembre, je ne me rappelle plus la date exacte, c'est sur notre site, hein, dans lequel je disais, à l'attention des Gilets jaunes, il y a deux choses qu'il faut d'abord faire. Premièrement, l'abrogation de la loi scélérate
Rothschild, hein, de 73. 1973 exactement, janvier 73, et il y avait ça, attendez, ça, et l'autre c'était... Ah oui, et que le pouvoir cesse de dépenser l'argent des Français à tire-larigot. Alors que les finances françaises s'écroulent, qu'on est à un taux d'endettement à 100% par rapport au PIB, Macron dépense, on l'a encore cité tout dernièrement, la vaisselle de l'Élysée d'un mauvais goût invraisemblable, le salon de l'Élysée renouvelé de façon invraisemblable, La salle des fêtes. ça fait 600 000 euros d'un côté, 700 000 je crois de l'autre, sans compter tout le reste. Tous les dîners auxquels il invite tout le monde, tout et n'importe qui. Tout ça là, ça sort de la poche des contribuables français. Donc si on veut remettre de l'ordre financier pour que les Français ne s'appauvrissent pas de plus en plus, il faut supprimer les deux causes de cet appauvrissement, la loi de 1973, et obliger le pouvoir à faire des économies. Tout commence par là. De Gaulle avait cette qualité. C'est vrai, c'est la fiscalité. D'ailleurs, regardez même la Cour des comptes. Ce sont tout de même pas des amis à nous qui sont là. Même la Cour des comptes avec, comment il s'appelle, le responsable. Darmanin. Non, pas du tout. Non. Surtout pas Darmanin. Il y a une chose que je comprends Non, attendez, donc je voudrais terminer la réponse là. Même la Cour des comptes ne cesse de mettre en garde l'État. Faites des économies, dit la Cour des comptes. Pas question. On est là, on en profite. Hein, bon, allez-y. J'avais une question à vous poser concernant la loi de 1973 que vous Oui. dites il faudrait l'abroger. Et en fait, la semaine dernière, je suis allé sur le site Légifrance ou alors sur... Oui, j'ai vu en blanc-boyeux aussi. Ouais, et c'est marqué qu'elle a été abrogée le 1er janvier. Oui, tata. Mais sur Légifrance, c'est quand même un site, moi je travaille avec toute la journée. Oui, c'est mais quand je même un regrette site. beaucoup. En Alors, pratique, je comprends pas. qu'est-ce qui se passe? On continue à emprunter à l'étranger, aux banques étrangères, privées, dont la première d'entre elles, la Banque Rothschild. Alors, il ne faut pas raconter des histoires. Il y a un petit problème là. Ben oui. Vous avez très bien fait de souligner la chose. Je n'ai même pas répondu. Ah, je regrette. Pragmatisme. Ah bon? Vous dites que ça a été abrogé? Ah bon? Ben, on n'en voit pas les effets. Alors? Oui? J'ai entendu parler d'une plainte possible auprès de la Cour pénale internationale concernant les exactions policières en France. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une possibilité, il faut le faire. C'est intéressant. Ah, et en matière, ça c'est évident, c'est la moindre des choses. Des gens qui perdent un œil, qui perdent... Écoutez, quand on les voit, flashball ou LBD, comme ça, ils tirent à hauteur du visage. Et même une vidéo où j'ai vu une policière mettre une grenade entre les jambes. J'ai vu aussi. Oui, Diane? Oui, il y a eu 500 plaintes classées sans suite, 500 plaintes de gilets jaunes. Exactement. contre, Castaner. Par qui? Ah bah, on peut voir. Par le- Macron. Et par le ministère de l'Intérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez ouï dire de l'incendie du domicile de M. Richard Ferrand hier. Ah bon? Alors, bon, ça ne m'a pas empêché de dormir, rassurez-vous. Et puis ce matin, en train de prendre mon petit déjeuner à l'hôtel, il y avait la télévision, et puis on montre cet appartement. Un appartement apparemment ne cassant rien. C'était du moderne, banal, Ikea ou un truc dans ce goût-là. Appartement en flammes. Ah bon? Alors, si je vous rappelle ça, c'est que, attention,
aux provocations. Y a-t-il eu réellement incendie de l'appartement de ce bon monsieur Richard Ferrand, celui qui a trafiqué avec la Mutuelle du Mans, rappelez-vous, qui est, bien entendu, avec ses titres de noblesse, de ses tripatouillages, le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous réalisez ce que c'est que le personnel de cette république? Donc, pour en revenir à l'incendie, entre guillemets pour l'instant, de cet appartement, on voit très bien l'intérêt qu'aurait le pouvoir à inventer un incendie d'un des principaux représentants de l'État pour justifier une répression supplémentaire. Donc, attention, encore une fois, aux provocations. Et là encore, il y a un texte, parmi les questions qui m'étaient posées ce matin, il y a un texte des Gilets jaunes qui fait invoquer la Constitution, que le peuple, quand ses intérêts étaient bafoués, etc., avait le droit à l'insurrection. Et j'ai répondu ce matin, il y a encore mieux, le texte que je cite aussi parfois, de saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, quand il disait que face à une tyrannie devant laquelle on ne pourra plus rien faire, eh bien le tyrannicide est justifié. Alors, des petits incendies par-ci, des petits incendies par-là, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais si on franchit la ligne rouge de la violence, il faut qu'elle soit la plus efficace et définitive possible. Oui, justement, à ce propos, qu'est-ce que vous pensez d'une union sacrée de tous les patriotes et nationalistes de gauche? J'en ai parlé. J'en ai parlé. Mmh. Je n'y crois pas. J'ai trop vu... Oui, j'en reprends. Attendez. J'ai trop vu ce qui s'est passé au Front National. La grande idée de Jean-Marie Le Pen a été justement de faire l'union patriote, etc. Là, il y avait de tout dedans. Il y avait des nationalistes, dont j'ai été, jusqu'au moment où j'ai claqué la porte en 1993. Et j'y suis resté à peine 2 ans, j'ai vite compris. Il y avait des gens de la Nouvelle Droite, il y avait des francs-maçons, il y avait des juifs, ils y sont toujours d'ailleurs. Il y avait des homosexuels, ils y sont toujours d'ailleurs. Est-ce que vous croyez qu'avec des tendances aussi disparates, on peut constituer une force? Des tendances opposées en fait, philosophiquement, politiquement, ne constituent pas une force, ils constituent une annulation de force. Non, mais je parle patriote et nationaliste. Bon. Ben ça ne colle pas toujours Les ensemble. francs-maçons sont des Le mot patriotes patriote, ça m'a nationalistes. toujours horripilé, c'est un mot de la Révolution. Patriote, ça veut rien dire. Alors, il peut y avoir avec certaines tendances des unions possibles, ça oui, mais à un moment donné, quand on me dit, comme essaye de le faire Hyssen, qu'il faut s'allier aussi à ceux qui sont pro-sionistes, écoutez, il faut tout de même... Excusez-moi, c'est pas ce qu'il a dit dans le texte, il a dit judéo-compatible, mais c'est pas pro-sioniste, c'est pas tout à fait la même chose. Ah bah, je regrette beaucoup, c'est la même chose, alors, c'est la même chose. Non, il y a des Bon, là, on juifs- parle il y a plus des le juifs qui sont pas même sionistes. français. Il y a des juifs qui sont pas forcément Mais ils sionistes. en sont pas moins. Ils sont nés comme ça, bon... Ah non, c'est pas ça du tout qu'il a dit. Ah non, c'est pas ça du tout qu'il a dit, je l'ai cité là tout à l'heure. Je suis favorable à un rassemblement patriote qui soit le plus large possible en incluant la mouvance identitaire judéo-compatible. Ouais, c'est judéo-compatible. Ouais. Judéo-compatible. Ben, ça veut dire c'est le dessin mondialiste. Ah, je regrette beaucoup. C'est le dessin mondialiste. Alors, où est le patriote là-dedans? Non, mais pour moi, Où est le patriote judéo-compatible, là-dedans? c'est pas Ah oui, mais forcément pour vous, sioniste. d'accord, mais je regrette beaucoup. Il y a du patriotisme, mais absent de nationalisme. Pourquoi ce choix de mots? Alors qu'il n'y a pas tellement longtemps, il paraît se désigner encore comme nationaliste. Il faisait ou fait toujours partie de jeunes nations euro-françaises, etc., Oui, mais enfin, qui en se fait, dit parti nationaliste. Daniel Conversano, il se catalogue aussi dans les nationalistes. Oui, non, mais enfin, je trouve qu'on passe un petit peu trop souvent à retourner la veste. Ouais, c'est le pire de tout, ça. Donc là, non, les mots ont un sens. Si on ne prend pas soin de réfléchir au sens des mots, c'est la tour de Babel.
Diane. Et parfois, par patriotisme, on peut être antinational. Ah ben exactement. Ça fait Mais rappelez-vous la démonstration que j'ai faite, c'est dans mon livre Le nationalisme français. D'accord, oui. Lors de la dernière guerre mondiale, après la débâcle, il y a eu un phénomène, hélas, c'est que la France s'est retrouvée occupée. La République avait tellement bien désarmé la France qu'elle a attrapé la pâtée. Donc, on était occupé. Et alors là, il y a eu deux réactions qui se sont formées. Les patriotes, sentimentalement, la France est occupée, contre l'occupant. D'où le succès de De Gaulle relatif. J'en parlerai quand mon livre sera sorti sur De Gaulle. Et de l'autre côté, les nationalistes, eux, qui considéraient que si la France avait été battue à plate couture, c'est parce qu'au préalable, il y avait eu une autre invasion intellectuelle, celle-là qui avait désarmé la France. Et que tant qu'on n'aurait pas supprimé cette invasion intellectuelle, on ne pouvait pas rêver qu'une restauration de la France. On est toujours au même point. Ça n'a pas changé, toujours au même point. Les gens. Il y a une certaine Annie Lacroix-Ry qui prétendrait... Et comment Annie Lacroix-Ry. Non, bon, enfin bon, c'est elle qui a écrit des livres sur ce sujet-là, sur cette époque-là. En fait, elle prétendrait que toute la vieille garde en fait, de l'armée française était parfaitement au courant de ce désarmement et puis de cette fuite en fait, de la course au désarmement et que c'était un choix de la défaite. Fait par Je ne sais pas s'ils étaient au courant ou pas. Le résultat, il n'y a que le résultat qui compte, c'est que ça a été la débâcle. Ça a été la débâcle. Et là, justement, c'est pour ça que je mets toujours en garde contre le patriotisme qui n'est qu'une réaction sentimentale. Et ça a été le drame de cette époque-là, parce que, en principe, je dis bien en principe, le patriotisme devrait être complémentaire avec le nationalisme, ou vice-versa. Et du fait d'une perception erronée et d'un mauvais diagnostic, là c'est le médecin qui parle, mauvais diagnostic, un certain nombre de Français qui, par sentimentalisme, n'ont vu que l'invasion, et n'ont pas compris que s'il y avait eu une invasion, c'est parce qu'il y avait eu des lobbies avant qui avaient voulu l'abaissement de la France. C'est aussi simple que ça, aussi dramatique que ça. Le patriotisme, c'est un peu de l'hystérie, quoi. Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. On retrouve le même terme au niveau de la Révolution française, l'envahissement de la France, le patriote. Bien entendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que j'en parle peut-être dans le nationalisme français, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait eu un certain, je crois que Jacques Duperron, dans le quotidien Présent, qui avait dit que le nationalisme était révolutionnaire, mais dans le sens de la Révolution française. Et j'avais, à l'époque, envoyé un article à Jean Madiran, qui était le directeur de Présent, qui n'a jamais passé, bien entendu, lui faisant observer que je mettais au défi le Jacques Duperron et Madiran lui-même de me fournir un texte de révolutionnaire de l'époque utilisant le terme nationaliste dans leur sens. Il n'y a aucune déclaration, aucun texte de livre, de revue, de journal, de quoi que ce soit. Ils n'ont toujours utilisé que le mot patriote. Mais dans leur sens, la patrie, et là aussi j'en parle dans le nationalisme français, aujourd'hui on a deux types de patrie. Oui. Il y a la patrie charnelle et la patrie idéologique. Pas la même chose. Elles sont opposées. Elles sont opposées. Son bouquin, Les deux patries, est intéressant. Oui, mais en plus de ça, il est défaitiste, il n'a rien compris au substrat du nationalisme. Il n'a rien compris. Mais c'est vrai que Hervé Ryssen, avant, il utilisait le mot nationaliste et maintenant il utilise le mot patriote. Qu'est-ce que je viens de dire il y a quelques minutes? Exactement ça. Non, c'est pour ça. Vous savez, j'ai certainement beaucoup de défauts. dont un qu'on me reproche énormément, c'est que je vais droit au but. Et que je me contrefiche de ce qu'on peut penser de ce que je dis. Je pense que ce que je dis, je le dis en fonction de l'expérience que j'ai, logique, parce que je suis suis pas un idéologue, je suis un pragmatique. Et rappelez-vous, Diane, vous qui me connaissez depuis longtemps et d'autres parmi vous, savez très bien que je dis que le nationalisme n'est pas une idéologie, c'est un pragmatisme.
c'est raisonner toujours par rapport à l'intérêt du peuple et de la nation française. C'est vrai pour les autres peuples aussi. C'est un pragmatisme. C'est une défense de l'héritage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose concernant la franc-maçonnerie en Russie? Si Poutine a une politique... Je n'ai pas d'éléments là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas d'éléments là-dessus. La seule chose que je surveille tout de même très attentivement, ce sont les rapports entre Poutine et la communauté juive. Et alors, j'en ai déjà parlé. Le jeu de Poutine est très, très, très subtil. Il est très subtil d'abord parce que c'est un slave, ce que nous ne sommes pas. Qu'il a tout de même une très forte communauté juive sur place. Encore, même s'il y en a beaucoup qui ont émigré à une certaine époque en Israël. Et rappelez-vous l'image que j'avais donnée du saucissonnage. Face à un problème, Poutine ne s'attaque pas, contrairement à Bonaparte ou à Hitler, à tout le monde en même temps. Il saucissonne les problèmes, il saucissonne les adversaires, y compris dans la communauté juive. Rappelez-vous tout de même le ménage qu'il a fait dès le début de sa prise de pouvoir envers les oligarques juifs russes. Mais ils ne sont pas tous passés à la casserole. Oui. Il y en a certains qui ont continué à travailler auprès de Poutine, etc. Et autre exemple de sa façon subtile et progressive d'agir, regardez ce qui s'est passé tout dernièrement quand, suite à de nombreux et répétés bombardements de l'aviation israélienne sur la Syrie, y compris sur des positions russes, la Russie a décidé d'envoyer ses batteries de S-3 en Syrie, qui ont tout de même permis d'abattre quelques avions israéliens, ce qui fait que l'aviation israélienne aujourd'hui, elle envoie des missiles, mais loin, loin, loin de la Syrie, en mer ou au-dessus du Liban. Et à partir de là, que s'est-il passé en Russie? Avez-vous ouï dire de la position de très franche hostilité du représentant de la communauté juive de Russie, Berel Lazar, qui tombait à bras raccourcis sur Poutine? Alors les amours, ou soi-disant amours entre les uns et les autres, c'est circonstanciel, très 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 circonstanciel, et en fonction de la politique très subtile de Poutine. Peut-être que nous, en tant que Français, peut-être latins, gaulois au sang chaud, on ne réagirait pas comme ça, mais rappelez-vous ce que je disais, notamment quand j'ai fait ma conférence il y a 2 ans, ou presque 3 ans maintenant, la conférence sur Vladimir Poutine, le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Rappelez-vous comment j'ai décrit le personnage à la fois par son caractère de joueur d'échecs et de judoka. D'abord, c'est un homme qui sait attendre, ce que ni Bonaparte ni Hitler n'ont su faire. C'est un homme qui sait attendre. Il attend le moment propice, il attend d'être victime avant de réagir. Et en fait, il utilise la même tactique que les Juifs. Il se pose en victime, il réagit. Avouez que c'est tout de même assez amusant quand même. Et concernant l'affaire Benalla sur le mafieux russe on en a parlé justement ce matin. Est-ce que alors je vous renvoie la balle, cher ami. Avez-vous entendu dire des contacts de Benalla avec un richissime mafieux financier israélien, Philippe Solomon? Est-ce qu'une information ne cherche pas à éteindre l'autre information? Là derrière, je vois de nouvelles têtes. Vous n'avez pas des questions à poser? Madame? Non, vous...
Soyez pas timide. Bon. Pas d'autres questions? Ça va? Vous êtes rassasiés? Bon, eh bien, écoutez, merci, et puis transmettez. Vous savez, je répète constamment la même chose. Je me répète. Alors, si vous voulez des livres que je pourrais vous dédicacer, vous n'avez qu'à venir faire votre marché.